Je m'appelle Casper. Je dirige le funérarium de ma famille. Il m'a été transmis par mon père, qu'il avait lui-même reçu du sien. Aussi loin que remontent mes souvenirs, ce métier a toujours été le nôtre. Certaines familles héritent de terres, de recettes secrètes ou de commerces accueillants. Chez nous, on transmet autre chose, le savoir nécessaire pour prendre soin des morts. Mon prénom vient d'un film, Casper, le gentil fantôme, sorti en 1995. Mes parents l'ont vu au cinéma lors de leur tout premier rendez-vous. J'ai toujours aimé ce prénom. Il correspond à mon travail, bien sûr, mais surtout à la vision du monde de mes parents. Ils croyaient qu'on pouvait être doux sans être faible, que la bienveillance n'excluait jamais la responsabilité. Et dans un métier comme le nôtre, il faut une grande dose des deux. En grandissant, j'ai toujours su ce que je deviendrais. Certains trouvent ça restrictif. Moi, jamais. Il y avait là une forme de paix. Je n'ai jamais douté, jamais paniqué à propos de l'avenir. J'observais mon père travailler. Je le voyais parler aux familles épuisées par le chagrin, à bout de larmes. Je le regardais se déplacer dans le bâtiment comme s'il faisait partie de lui. Il connaissait chaque porte capricieuse, chaque lumière qui clignotait quand il pleuvait. Il m'a appris à porter un poids immense sans se laisser écraser. Je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit avec mes parents. Ils étaient présents, constants, inspirants, comme les héros des livres. Ils ne m'ont jamais menti sur la mort, mais ils ne m'en ont jamais fait peur non plus. Chez nous, la mort n'était pas un monstre, c'était un fait, grave, sérieux, digne de respect. Cela ne signifie pas que ce travail soit facile. Les funérariums vivent à contretemps. La majorité de mon travail se fait la nuit ou à l'aube, quand le reste du monde dort encore ou commence à peine sa journée. Je sens l'eau de Javel plus souvent que je ne le voudrais. Elle s'imprègne dans les vêtements, la peau, les cheveux. Même après une douche, il en reste parfois une trace, comme un rappel discret de l'endroit d'où je viens. La vie sociale devient compliquée quand vos horaires ne coïncident pas avec ceux de personne. Mes amis ont appris à ne plus me demander ce que je fais le week-end. Les relations amoureuses sont toujours un peu maladroites jusqu'au moment où j'explique ce que je fais dans la vie. Cela fait d'excellents brise-glaces, cela dit. On apprend beaucoup sur quelqu'un à sa réaction quand on lui dit qu'on dirige un funérarium. Certains se taisent, d'autres deviennent nerveux, certains sont fascinés. Je ne leur en veux pas. J'aime et je déteste ce métier à la fois. J'aime sa structure, j'aime savoir ce qu'on attend de moi, j'aime qu'il existe une bonne façon de faire les choses et que bien les faire ait de l'importance. J'aime la confiance que les familles me donnent dans les moments les plus douloureux de leur vie. Mais je déteste l'isolement. Je déteste la manière dont les heures se confondent. Je déteste que certaines journées me suivent jusque chez moi. Malgré tout, c'est ma place. Ce bâtiment est là depuis plus longtemps que moi, plus longtemps même que mon père lorsqu'il en a pris la direction. Chaque génération a ajouté quelque chose, une pièce, un couloir, un système un peu plus efficace. Rien de spectaculaire, juste des améliorations pour que tout fonctionne correctement. Nous prenions soin des morts et de l'endroit où ils restaient avec nous pour un temps. Un jour, tout cela appartiendra à quelqu'un d'autre. C'est ainsi que les choses se passent. Avant d'en arriver là, certaines choses doivent être dites. Des règles doivent être comprises. Et si tu comptes un jour prendre ma place, il vaut mieux que tu les connaisses. Mais pas tout de suite. D'abord, tu dois connaître l'endroit où tu veux travailler. Et surtout, tu dois connaître Ruby, le chien de l'enfer de notre famille. Tu la verras avant tout le reste dans ce bâtiment. Elle se lève souvent avant moi et attend près du couloir ou sur les marches de l'entrée. Elle est silencieuse le matin, bien plus vigilante la nuit. La plupart des gens pensent que c'est une chienne ordinaire, un mélange sans race précise, pelage court, carrure solide, regard expressif. Elle cligne des yeux comme si elle comprenait tout. Quand elle s'assoit, elle penche toujours légèrement d'un côté. Elle paraît amicale, et elle l'est, en grande partie, mais elle a des cornes, petites, sombres, recourbées vers l'arrière. Quand quelqu'un les remarque, je parle d'une malformation osseuse. Les gens n'y connaissent généralement pas assez en chien pour contester. Ruby n'a pas été adoptée. Elle m'a trouvé. Quand mon père est mort et que je suis revenu m'installer ici à plein temps, elle était déjà là. Elle m'a suivi partout, naturellement, comme si elle m'attendait depuis toujours.
Les chiens de l'enfer sont censés garder les portes de l'au-delà. Je ne sais pas qui a décidé que cet endroit en faisait partie, mais quelqu'un l'a jugé digne d'être surveillé. Techniquement, je travaille pour les morts. Je les prépare, je veille sur eux, je les protège jusqu'à ce que leurs proches soient prêts à dire adieu. Apparemment, cela suffit. Ruby ne parle pas, mais elle comprend tout. Elle ouvre des portes seule, monte la garde près des corps et refuse de manger si je ne mange pas. Je lui fais plus de confiance qu'à quiconque. Avec le temps, quelque chose a changé dans ce bâtiment. La mort laisse des traces. Quand on travaille dans un lieu saturé de deuil, de souvenirs et de corps, l'énergie s'accumule. Ce n'est pas un lieu hanté au sens classique. Pas de fantômes errants ni de silhouettes au sommet des escaliers. Mais l'atmosphère est lourde, dense. Et des choses étranges se produisent. Les règles sont nées comme des précautions. Elles existent pour garder les vivants en sécurité. Et ce sont ces règles que je vais te transmettre. Nous n'avons pas de manuel. Nous avons des histoires. Chaque histoire cache une règle, chaque règle a une raison. La maison ne pardonne pas les erreurs. Règle numéro 1. Gardez les lumières allumées. Chaque pièce doit être éclairée en permanence, toutes, sans exception. Couloir, salle de préparation, sanitaire, réserve, garage, chambre froide, salon funéraire. Même celles que tu n'utilises pas, surtout celles-là. La raison est simple. Ta mission ne consiste pas seulement à préparer les corps. Tu dois aussi détecter les anomalies. Nous appelons cela la pourriture. Ce n'est pas la décomposition, c'est un état spirituel. La pourriture apparaît lorsqu'un démon entame une possession sans la terminer. Le corps reste coincé entre deux états, et c'est dangereux. Si tu détectes la pourriture, tu dois la consigner immédiatement dans le registre rouge, pas sur ordinateur, sur papier. Ce registre est envoyé chaque semaine à Rome. Ensuite vient le confinement. Pour les cas mineurs, un rituel de purification suffit. Pour les cas modérés, on ajoute la prière. Et pour les cas extrêmes, on appelle le numéro derrière le bureau. Tu restes avec le corps jusqu'à l'arrivée des renforts. Les démons détestent la lumière. Dans l'ombre, ils dissimulent leurs marques. Dans la lumière, tu as une chance. Et si la lumière faiblit, tu t'arrêtes. Toujours. La lumière n'est que la première barrière. Elle empêche certaines choses d'approcher, mais elle ne les arrête pas toutes. C'est pour cela que la deuxième règle existe. Règle numéro 2, suivre les protocoles. Toujours. Cette règle s'applique quand quelque chose déraille. Et tôt ou tard, ça arrivera. Tu seras en train de travailler normalement, tu penseras que tout est sous contrôle, puis l'atmosphère changera, subtilement au début. La peau du corps semblera trop tendue. Les articulations se figeront trop vite. Les paupières refuseront de rester closes, peu importe le nombre de fois où tu les ajusteras. Ces cas-là sont encore gérables. Tu appliques les procédures de purification, tu termines la préparation et le corps quitte les lieux sans incident. Mais parfois, ce n'est pas aussi simple. Si un corps bouge de lui-même, s'il tourne la tête, ouvre les yeux ou produit le moindre son, alors tu n'es plus face à un cas ordinaire. La pourriture a dépassé le seuil critique. À ce stade, il n'y a plus de place pour l'hésitation. Tu appliques le protocole complet, sans raccourci, sans improvisation. Toujours commencer par le sel. Il doit toujours y en avoir dans la salle de préparation et dans la chambre froide. Du gros sel, pas du sel fin. Le grain épais retient mieux l'énergie. Si le corps s'anime, même légèrement, tu verses une poignée entière de sel dans sa bouche. Ne t'inquiète pas des dents, ni des gencives, ni des dégâts. Verse, referme la mâchoire, maintiens-la fermée avec les deux mains. Ensuite, les yeux. Une pincée dans chaque œil, même s'ils sont fermés. Tu peux pousser le sel à travers les paupières si nécessaire.
Le but est simple, bloquer les points d'entrée. Toute possession nécessite un accès. La bouche et les yeux sont les passages les plus directs. Une fois cela fait, tu traces un cercle de sel autour du corps. Un cercle complet, sans interruption. Le sol doit montrer une frontière claire autour de la table ou du brancard. Ce cercle empêche l'entité d'étendre son influence. Même s'il y a d'autres corps dans la pièce, le cercle stoppe la propagation. Les démons ne peuvent pas posséder pleinement les morts, mais ils peuvent se déplacer à travers des corps non protégés si les conditions sont réunies. Le sel empêche cela. Agis vite, mais reste précis. Quand le corps est sécurisé, examine les mains. Tourne les paumes vers le haut et inspecte la zone entre la base du pouce et le poignet. Cherche des perforations. Parfois elles sont nettes, parfois déchirées, comme si quelque chose avait forcé son passage. Si tu vois ces marques, alors tu fais face à une possession de second stade. Et le second stade est pire que la simple pourriture. Cela signifie que l'entité commence à se moquer des symboles religieux, à provoquer la peur, à troubler l'esprit de ceux qui manipulent le corps. À ce stade, le corps peut imiter des sons, des coups répétés, des frappements de trois, des bruits qui ne correspondent pas à la pièce. Le plus courant, ce sont les pleurs. Si tu entends un enfant pleurer alors qu'aucun enfant n'est présent, ne pars pas à sa recherche. N'ouvre aucune porte, n'explore aucune pièce vide. Ce son est un appât. Dans ce cas précis, tu dois vérifier ton environnement, revenir immédiatement au corps et passer à l'étape suivante. Confinement total. Chaque salle de préparation possède un conteneur métallique renforcé. Il est doublé et verrouillable. La clé est suspendue près de l'interrupteur. Tu ouvres, tu places le corps à l'intérieur. Tu refermes. La serrure doit céder dès le premier tour. Ensuite, tu scelles la porte. Pas seulement la poignée, le cadre entier. Haut, bas, côté. Une barrière complète. Une fois cela fait, tu appelles le prêtre à signer. La liste est scotchée dans le tiroir principal du bureau. Ils connaissent cet endroit. Ils connaissent notre nom. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu dis simplement « cas de confinement, second stade confirmé ». Puis tu donnes le nom du défunt et l'heure du décès. Tu restes sur place jusqu'à leur arrivée. Quand le rituel commence, tu restes dans la pièce, contre le mur. Tu n'aides que si on te le demande. Tes mains doivent rester visibles. Ta présence compte. Les entités utilisent l'isolement pour affaiblir. Être plusieurs dans la pièce rend leur travail plus difficile. Certains rituels durent 20 minutes, d'autres prennent des heures. Quand c'est terminé, tu le sauras. L'air change. Ta poitrine se libère. Tu peux respirer à nouveau. Ensuite, tu aides à préparer le corps pour les rites finaux. Il est souvent abîmé. Tu fais ce que tu peux. Tu refermes les plaies. Tu fixes le visage. Tu nettoies. Si la famille pose des questions, tu utilises des termes doux. Tissu fragile, gonflement tardif, déchirure post-mortem. L'exorcisme passe avant l'esthétique. Toujours. Si un corps bouge, il n'est plus stable. S'il parle, il n'est plus sûr. Plus tu agis tôt, moins les dégâts se propagent. Voilà pourquoi les protocoles existent. Quand tu doutes, recommence depuis le début. Scelle, confinement, appel, attente. Et maintenant que tu sais gérer ce qui bouge, il est temps de parler de ce qui veille. Règle numéro 3, respecter Ruby. Et je veux dire exactement ce que ça implique. Règle numéro 3, respecter Ruby. Je n'exagère pas, cette règle est aussi importante que les lumières et les protocoles. Tu ne traites pas Ruby comme un animal de compagnie. Tu ne lui donnes pas d'ordre si tu n'as pas été formé pour ça. Tu ne la déguises pas. Tu ne lui donnes pas de reste de table. Aussi douce et calme qu'elle puisse paraître, Ruby reste un chien de l'enfer. Et surtout, elle est ta future partenaire de travail. Elle ne nous appartient pas vraiment. Elle appartient à ceux qui élèvent et assignent les chiens de l'enfer. Je ne sais pas qui ils sont, je ne les ai jamais rencontrés, je n'ai jamais cherché à les rencontrer. D'après ce que j'ai compris, ils ne dépendent ni de l'Église, ni d'aucune structure humaine. Ils obéissent à une hiérarchie différente, plus ancienne, plus précise.
Quand un chien de l'enfer arrive quelque part, c'est qu'on l'y a envoyé. Quand il reste, c'est qu'il a une mission. Ruby a été envoyé pour protéger les personnes qui travaillent ici. Les chiens de l'enfer ont 2 fonctions principales. La première, guider ou récupérer les morts. La seconde, protéger les vivants lorsque les morts sont impliqués. Dans notre métier, cela rend Ruby indispensable. Elle est là pour te garder en vie. Elle marchera à tes côtés, elle posera parfois sa tête sur ton genou quand tu mangeras, elle dormira dans la salle de préparation si tu travailles toute la nuit. Elle est affectueuse, oui, mais ce n'est pas son rôle principal. Son rôle, c'est de s'assurer que tu ne finis pas sur une table à ta place. Plus précisément encore, qu'aucune entité ne s'attache à toi. Il existe 3 stades de possession démoniaque. Tu dois les connaître parce qu'ils ne commencent jamais de manière spectaculaire. Premier stade, l'oppression. À ce stade, l'entité agit de l'extérieur. Elle n'entre pas, elle appuie. Elle provoque une détresse légère mais constante. Insomnie, irritabilité, sentiment d'inutilité, oppression dans la poitrine, dispute sans raison. Accidents répétés au mauvais moment. L'objectif n'est pas de détruire immédiatement. L'objectif est d'user. Les démons choisissent leur cible avec soin. Ils ne s'attaquent pas aux gens heureux, entourés, stables. Ils cherchent le deuil, la colère, la culpabilité, la peur. Et c'est pour ça que nous sommes des cibles idéales. Nous passons plus de temps avec les morts qu'avec les vivants. Nous travaillons quand les autres dorment. Nous manipulons les conséquences directes de la violence, de la perte, de la tragédie. Nous sommes fatigués, isolés, exposés. Et c'est là que Ruby intervient. Sa simple présence agit comme une barrière. Tu ne le sentiras pas toujours consciemment, mais si tu observes bien, tu remarqueras que les pensées sombres se dissipent plus vite qu'elle est près de toi. Ton esprit se clarifie, le bâtiment semble plus calme. Si tu commences à t'enfoncer, elle le saura avant toi. Elle viendra te toucher la jambe ou poser son menton contre ton bras. Deuxième stade, l'obsession. À ce stade, l'entité s'attaque à l'esprit. Elle implante des pensées. Elle altère la perception. C'est là que la pourriture commence. Chez les morts, elle est visible. Chez les vivants, elle est beaucoup plus discrète. Les cycles de sommeil changent. Le discours devient incohérent. La personne s'isole. Elle abandonne ses routines. Elle oublie ce qu'elle savait faire. Elle commence à négliger ses responsabilités. Elle dira que la lumière n'est pas si importante, que les protocoles sont exagérés, que la salle de préparation peut attendre. Si tu te reconnais dans ces pensées, arrête tout immédiatement. Va chercher Ruby. Elle ne grondira pas. Elle ne t'attaquera pas. Elle s'assiera simplement devant toi et te regardera. Si elle ne s'approche pas de toi, c'est mauvais signe. Si elle te suit, il est encore temps. Passe du temps avec elle. Marche avec elle. Observe-la. Dans la majorité des cas, l'état se corrige en quelques jours ou quelques semaines, à condition de t'accrocher à tes valeurs, ta logique et ta lucidité. Troisième stade, la possession. C'est là que l'âme cède. Et quand cela arrive chez un vivant, Ruby n'attend pas que tu réagisses, elle agit. C'est pour cela qu'il est crucial de reconnaître les signes en amont. Ruby t'avertira toujours avant que quelque chose ne devienne visible. Elle peut renifler un corps plus longtemps que d'habitude, faire les 100 pas dans une pièce qui te semble normale, fixer un mur, un coin, un espace vide. Elle voit ce que nous ne voyons pas. Elle entend ce que nous n'entendrons jamais. Son odorat est plus fiable que n'importe quel test. Comme ces chiens capables de détecter le cancer par l'odeur, Ruby perçoit la pourriture bien avant qu'elle n'apparaisse sur la peau. Si elle refuse de te laisser approcher un corps, écoute-la, ne discute pas. Marque le corps pour vérification et déclenche les protocoles. Je l'ai vu se réveiller en sursaut parce qu'un corps prétendument sain entrait dans le bâtiment. Je l'ai vu arpenter un couloir pendant des heures avant que nous ne découvrions une faille structurelle laissant entrer quelque chose que nous ne voulions pas ici. Je l'ai vu rester toute une nuit près d'un employé simplement parce qu'il traversait une période difficile. Elle choisit ses actions. Ton rôle est de les respecter. Nourris-la quand elle a faim.
sors-la avant la tombée de la nuit. Garde son eau propre. Si elle te suit dans la chambre froide et s'allonge près d'une table, sois attentif. Elle marque quelque chose. Elle ne bougera pas tant que le problème ne sera pas résolu. Si elle refuse de te laisser rentrer dans le bâtiment, n'ouvre pas. Si elle hurle, rejoins-la immédiatement. La plupart du temps, elle est silencieuse. Elle patrouille. Elle observe les passages. Elle inspecte les salles avant chaque cérémonie. Tu remarqueras que tu te sentiras plus stable quand elle est là. Peut-être que tous les chiens le font, mais Ruby, ce n'est pas tous les chiens. Et maintenant que tu sais ce qui protège les vivants, il est temps de parler de la dernière règle, celle que personne n'aime entendre. Règle numéro 4. Accepter la mort, comme faisant partie de ta vie. Cette règle n'a rien à voir avec les lumières, ni avec les corps qui bougent, ni avec Ruby immobile dans un couloir. Celle-ci concerne ce que tu acceptes réellement en restant ici. Pas seulement au quotidien, mais sur le long terme. Il y a une chose que tu dois savoir avant de décider de continuer. Tous ceux qui travaillent dans ce bâtiment et qui choisissent d'y rester meurent le jour de leurs 50 ans. Pas plus tard. Pas plus tôt. C'est l'accord passé avec ce qui se trouve au-dessus et en dessous. Je ne sais pas qui a négocié ce pacte. Il existait bien avant moi, bien avant mon père. Mais il n'a jamais changé. Si tu assumes pleinement ce travail, protéger les vivants de l'influence démoniaque et guider les morts jusqu'au seuil, alors ton temps devient limité. L'âme humaine n'a pas été conçue pour supporter une exposition prolongée à la pourriture. Nous pouvons nous protéger, nous pouvons purifier les lieux, nous pouvons suivre chaque rituel à la lettre, mais chaque fois que tu touches un corps marqué, quelque chose traverse. Un résidu, infime, progressif. Même avec Ruby, même avec les prières, même avec une discipline parfaite, quelque chose s'infiltre. Sans cet accord, nous ne mourrions pas normalement. Pas vraiment. À la place, nous changerions. Lentement, insidieusement. Nous finirions par adopter les mêmes caractéristiques que celles que nous combattons. Nous deviendrions autre chose. Quelque chose qui n'a plus rien d'humain. La pourriture ne vit pas seulement dans la chair. Elle vit dans ce qui reste. Et avec le temps, même l'esprit le plus solide finit par se plier. Le pacte empêche cela. Il nous offre une fin nette, contrôlée, paisible. À 50 ans, jour pour jour, nous partons. Sans douleur, sans déformation, sans perte de soi. Nous partons entiers, humains. Tu ne te demanderas jamais quand cela arrivera. Tu le seras toujours. Les semaines précédentes, ton corps te le dira. Tu termineras ton travail, tu feras tes adieux et tu partiras. Mes parents sont morts ainsi, la même année, au même âge, à quelques mois d'intervalle. Ils connaissaient la date depuis toujours. Ils ne l'ont jamais redoutée. Ils ont travaillé ici ensemble jusqu'au bout. Je me souviens du jour où ma mère a eu 50 ans. Elle est descendue comme chaque matin, elle a préparé le café, lu le courrier, puis elle m'a pris dans ses bras et m'a souhaité une bonne journée. Je lui ai souri, je lui ai souhaité un joyeux anniversaire. Ensuite, elle s'est assise sur le perron, Ruby à ses côtés. C'est là qu'elle est partie. Calmement, définitivement en paix. Mon père l'a suivie peu de temps après. Leur place était déjà réservée, les pierres étaient prêtes. Certains refusent cet accord. Ils essaient de fuir. Ils quittent la ville. Ils changent de nom. Mais le pacte les rattrape toujours. Une fois que tu acceptes ce travail, tu acceptes aussi sa fin. Il n'y a pas d'échappatoire. Mais il y a une forme de sérénité. Quand tu connais la forme de ta fin, tu cesses de craindre chaque recoin. Tu arrêtes de gaspiller ton temps. Tu travailles mieux.
Tu vis plus intensément. Chaque jour compte. Chaque geste a du poids. C'est ce que j'ai choisi. Il me reste encore du temps. Je ne suis pas proche de l'échéance, mais je sais que je ne vieillirai pas. Je ne prendrai pas ma retraite dans une cabane isolée. Je ne finirai pas sur une plage. Je serai enterré dans la parcelle familiale. Ma pierre est déjà gravée. Elle repose dans la réserve, enveloppée dans un tissu. Si je te dis tout ça aujourd'hui, c'est pour te laisser un vrai choix. Si tu restes, tu mèneras une vie pleine de sens. Tu sauras exactement pourquoi tu te lèves chaque jour. Tu verras des choses que peu de gens verront jamais. Tu aideras des familles dans leurs pires moments. Tu maintiendras l'équilibre de ce lieu. Tu lutteras contre ce que beaucoup refusent de croire. Et quand ton moment viendra, tu sauras que ça en valait la peine. Mais si ce n'est pas la vie que tu veux, tu peux partir. Tu peux oublier tout ça, quitter la ville, ne jamais te retourner. Je ne t'en empêcherai pas. Mais si tu dis oui, alors nous continuons. Nous terminerons la formation. Nous répéterons chaque règle, chaque rituel. Tu feras le travail sous mon regard. Tu diras les mots. Je t'écouterai. Tu apprendras à reconnaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. Et tu gagneras la confiance de Ruby. Quand je partirai, cet endroit sera le tien. Voilà le choix. Je respecterai ta décision, quelle qu'elle soit. Mais si tu choisis de rester, j'ai besoin de l'entendre à voix haute. Pas aujourd'hui. Demain, quand le soleil se couchera, je te demanderai ta réponse. Pour l'instant, il y a du travail. Je crois que le corps dans la salle 4C vient de bouger. Allons-y, Ruby nous attend.